Elle a de l'allure, la Loire. Tant d'allure qu'elle a depuis longtemps inspiré les plus grands peintres. Elle nous surprend par ses lumières, ses paysages vivants, ses méandres, sa flore, sa faune. On dit qu'elle serait sauvage. Et pourtant, si le fleuve a inspiré, il a désormais bien besoin de respirer. Rendez-vous à Amboise, au pied du château. Je m'appelle Eric, je vous présente Fanny. On est des animateurs de la Maison de la Loire, qui est une association qui fait découvrir le fleuve. Et donc cet après-midi, on va, sur une petite heure, on va vous faire découvrir la Loire et la nature qu'il y a sur les bords de Loire. On s'intéresse aux arbres. Ça, c'est une frêne ou pas? Ça, c'est un petit morceau de la feuille de frêne. Regarde, je vais t'expliquer. La feuille du frêne, elle est un peu... On dit qu'elle est composée, regarde. Là, j'ai une feuille de frêne. Toi, tu as décalqué juste une partie de la feuille, mais bon, ça suffit. Ça s'appelle une foliole. Ah, vous allez pouvoir me dire... Ces élèves venus de l'Isère participent à un atelier de découverte du paysage ligérien, l'occasion d'observer la flore, la faune et le sable de Loire, en espérant en retenir quelque chose. C'est les pierres parce que j'ai trouvé un fossile d'éponge. Comment on reconnaît des cailloux et comment on reconnaît aussi les feuilles d'arbres. J'ai appris à reconnaître les pierres, aussi les feuilles d'arbres. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? C'était observer les canards. J'ai bien aimé. J'ai appris que les castors, ça mangeait les écorces. Ils vont manger les feuilles des arbres. Il existe 4 maisons de la Loire en région centre. Le but de ces associations est d'organiser des ateliers nature pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux autour du fleuve. Et puis le deuxième... Notre boulot, nous, c'est d'aider à ressentir, à ouvrir les yeux, à observer les choses devant lesquelles parfois on passe tous les jours sans faire attention. L'idée aussi, c'est de préserver ce patrimoine-là. La nature, c'est un patrimoine aussi? Bien évidemment, ouais. La préservation, c'est par l'éducation, par la connaissance, on va permettre aussi la protection du patrimoine naturel. Même lieu, autre public. Ce soir, Eric emmène les adhérents de la Maison de la Loire observer le castor. Puis là, il y a un tunnel, là, ça remonte sur l'île. Donc ça, c'est des zones où il risque de passer, quoi. Le rongeur a été réintroduit sur les rives du fleuve dans les années 70. Depuis, il s'est bien adapté. En journée, ils dorment dans le terrier. En fait, il y a une grande chambre. T'as les adultes et les jeunes qui sont carapatés là-dedans. Là, il se peut qu'ils soient déjà sortis. Alors, on va attendre un petit peu. Après, comme il y a du monde derrière... Là... Ce soir, le vent souffle et le castor se fait rare. Une timidité accentuée par la présence de l'homme. On est quand même dans un milieu qui est urbanisé. Là, il y a des jeunes sur la plage, là, un petit peu derrière. Il y a un groupe de touristes là-bas qui fait des photos. Donc c'est ça aussi la Loire, patrimoine mondial de l'humanité. C'est tout le monde redécouvre le fleuve et j'allais dire tant mieux. Aussi, le castor, lui, quand c'est comme ça, quand il y a du monde, hein, c'est pas tous les soirs le cas ici, mais quand il y a du monde, il va sortir un peu plus tard, il va attendre la nuit que les gens soient partis. Après 2 heures d'observation, un seul castor a montré le bout de ses moustaches. Pour les participants, même s'ils n'ont pas tous réussi à observer le rongeur, l'essentiel est de passer une soirée sur les bords de Loire. Humainement, depuis toutes ces années, on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'être reconnecté à la nature, surtout quand on est en ville. Et puis ça, c'est un plongeon dans la nature, dans l'aventure. On a la chance d'avoir vraiment à 2 pas de chez nous, même en habitant à Tours-Centre. On a la Loire qui est à côté de nous avec des possibilités de découverte qui sont très simples et à portée de tout le monde, quoi. Des animaux, mais des oiseaux, des fleurs, il y a plein de trucs. Des arbres, des poissons, il y a plein de sortes de poissons. Je viens de compter, j'ai estimé 16, au moins 16 sternes pergarins en train de couver et 13 sternes naines. Donc
Une trentaine de couples en tout de sternes, quoi. C'est quand même une belle colonie. Un héron vient de se poser sur le banc où nichent les sternes. Rapidement, c'est l'attaque en règle. Dans la nature, les espèces indésirables sont souvent chassées avec les moyens du bord, sans trop de difficultés. Pour les sternes, la plus grande menace reste l'homme. Alors la Ligue de protection des oiseaux fait de la prévention. Ça consiste à poser des panneaux de signalisation, en fait, des panneaux des panneaux explicatifs au bord des îlots pour maintenir les gens à l'écart. Donc, ce sont des panneaux qui expliquent qu'on est sur un site où nichent des espèces protégées, des espèces fragiles, puisque des espèces qui nichent au sol directement, qui pondent directement sur le sable. Le travail devient compliqué pour les associations. On a du mal à faire cohabiter les oiseaux et la fréquentation des hommes qui est de plus en plus importante. Et notamment, c'est l'augmentation notamment du trafic de bateaux qui pose un vrai problème. Et justement, l'État a pris les devants il y a 30 ans. L'ensemble des îlots et berges situés sur la commune de Montlouis-sur-Loire ont été classés par un arrêté préfectoral de protection de biotopes. Le Conservatoire des espaces naturels de Centre-Val-de-Loire s'occupe d'entretenir ces territoires. En plus du cadre législatif, l'établissement peut mobiliser d'autres moyens. Le conservatoire peut acheter des terrains, donc on a des partenaires financiers qui nous aident justement à acheter ces terrains. Donc ces terrains deviennent propriété privée du conservatoire. La plupart du temps sont ouverts au public pour la sensibilisation, justement la découverte. Mais aussi on a des conventions avec justement l'État, le domaine public fluvial, avec la direction départementale du territoire, voilà, de tous les départements, pour pouvoir gérer au mieux en fait ce domaine public. Le Conservatoire national des espaces naturels gère actuellement près de 3000 hectares en région Centre-Val-de-Loire. Si en surface, les dangers sont faciles à identifier, sous l'eau, ils sont moins visibles, mais pourtant tout aussi présents. Au siècle dernier, le saumon faisait la fortune des pêcheurs de Loire. Il peuplait à foison le cours d'eau. Aujourd'hui, il symbolise la fragilité des grands poissons migrateurs. Comme lui, la lauze, la lamproie, la truite de mer et l'anguille sont désormais en voie de disparition. Dans l'Allier, le Conservatoire national du saumon sauvage s'occupe de réintroduire l'espèce dans le fleuve, en capturant œufs et alevins en milieu sauvage. Alors ces jeunes alevins sont issus d'œufs pondus en fin d'année dernière, ont éclos ce printemps et ont commencé à grossir dans ces bassins d'élevage depuis le mois d'avril. Ils sont petits pourtant pour les relâcher, non ? Oui, mais au jeune stade, ils se réadaptent plus rapidement. Plus ils sont relâchés jeunes, plus ils se réadaptent rapidement à leur milieu naturel. Dans ces salles maintenues au frais, des milliers de jeunes saumons sont élevés dans l'eau de la rivière avant de retrouver leur liberté. Près de 800 000 poissons sont relâchés dans la Loire chaque année. On le maintient bien sûr à bout de bras. Le temps qu'à côté, les choses s'améliorent, surtout pour la qualité d'eau et le milieu dans lequel il se trouve. Le réchauffement climatique, le saumon, c'est un poisson d'eau froide, un salmonidé. Donc si on le bloque sur des zones où la température va monter très vite et très haut, pour lui, il va suffoquer, il ne va pas avoir assez d'oxygène, c'est pas bon pour lui. De même avec les nouveaux prédateurs qui sont présents sur l'axe, alors bien sûr, on parle en silure. Si on le bloque sur les zones aval, c'est sûr qu'il va avoir plus de problèmes à s'en sortir. Le saumon semblerait revenir en Loire. 500 individus sont comptabilisés en moyenne chaque année. Une petite lueur d'espoir. Le saumon sorti de cette belle rivière, il est rien. Et en même temps, il représente cette symbolique du poisson qui s'en va jusqu'au Groenland, qui fait des migrations extraordinaires et qui revient toujours chez nous. Alors on va dire à l'endroit qu'il a trouvé le plus beau dans sa vie, en étant un petit peu chauvin. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand on l'élève au quotidien et quand on le côtoie. Cette silhouette dans l'eau, ce n'est pas un saumon, c'est un plus gros poisson. Il peut atteindre plus de 2 mètres de long et peser près de 130 kg. Le silure, originaire d'Europe de l'Est, a été introduit en Loire par la pisciculture. Son gabarit en fait un très beau trophée pour les pêcheurs, mais un danger pour l'écosystème. Ah, c'est un petit celui-là.
Le silo est devenu l'espèce principale peuplant la Loire moyenne. Et comme c'est un super prédateur, il limite fortement l'abondance des autres espèces. Voire il menace d'extinction les espèces. Disons que ça constitue un facteur supplémentaire qui s'ajoute aux autres de risque d'extinction de certaines espèces comme les poissons grands migrateurs. Saumon, alose, lamproie, anguille. Et s'il n'y avait que ça? L'autre enjeu majeur, c'est bien la qualité de l'eau du fleuve et la prolifération des algues vertes. Ce qui fait mal au cœur, c'est de voir que l'eau paraît propre parce que l'eau est claire, elle est assez translucide. Par contre, quand on regarde bien, il y a des quantités considérables de morceaux d'algues vertes filamenteuses qui dérivent dans la Loire. C'est parce qu'on a une espèce de mollusque invasif originaire du Mékong, donc un fleuve du sud-est asiatique, un fleuve tropical, qui a envahi la Loire et qui fait que tout le débit est filtré jusqu'à environ 200 m3/s. Et donc cette filtration du fleuve fait que le phytoplancton ne peut plus exister, mais les nitrates et les restes de phosphore étant toujours là, ça permet ce développement excessif d'algues vertes filamenteuses, donc une marée verte intérieure, quoi. La pollution aux nitrates est aussi à la source du bouleversement de l'écosystème, car la rivière est le lieu de concentration de toutes les activités humaines, polluantes ou non. Rejets d'industrie, de l'agriculture et eaux usées finissent tous dans le fleuve, un milieu bien fragilisé. À la Direction régionale de l'environnement, Christophe Chassandre a gardé un œil sur les courbes du débit de la Loire tout l'été. Après un hiver sec, les épisodes de canicule ont mené à une situation de crise. Les services de l'État ont dû composer avec les différents barrages pour maintenir un niveau d'eau minimum dans le lit du fleuve. Le soutien du débit de la Loire a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de maintenir la possibilité d'utiliser l'eau pour la production d'eau potable, puisque certaines villes sont alimentées par la Loire. Le deuxième objectif, c'est d'avoir suffisamment d'eau pour le bon fonctionnement des centrales nucléaires qui pompent l'eau de la Loire pour leur refroidissement. Et le troisième objectif, c'est de maintenir un débit qui, pour la vie biologique des cours d'eau, permet d'éviter les mortalités piscicoles, de limiter le développement d'algues, même si on constate, quand il y a peu de débit et qu'il fait chaud, qu'on a des développements d'algues, mais s'il y avait moins d'eau, ça serait pire pour le milieu naturel. Avec 44 mètres cubes par seconde, le niveau minimum d'eau a été atteint le 6 août dernier. Depuis, les quelques pluies sur le Massif central ont fait remonter les stocks d'eau, mais cela ne laisse rien présager de bon pour l'avenir. Les scientifiques estiment qu'en 2050, le débit pourrait baisser de moitié sur l'ensemble du fleuve. Jusqu'à aujourd'hui, les programmes de conservation ont protégé le paysage ligérien et les espèces indigènes de Loire. Des initiatives qui semblent bien dérisoires au regard de la crise climatique, aux effets déjà bien visibles.